Bonjour. Cette première séance est consacrée à une présentation générale des modèles de la macroéconomie 2 qui est adressée aux étudiants du semestre 2. L'objet de la macroéconomie 2 est l'étude des marchés. C'est pour cela qu'on l'appelle aussi la théorie des marchés, ou d'autres collègues peuvent l'appeler, ou l'appellent, équilibre partiel, théorie des prix et des marchés. La théorie des marchés constitue une étape importante dans la compréhension de l'analyse macroéconomique, notamment les comportements des acteurs économiques. Cette théorie pose les conditions et étudie les modalités de formation de prix des biens à partir d'équilibres partiels. Chaque modèle est construit à partir d'hypothèses différentes. Chacun d'eux établit les conditions d'équilibre d'un marché abstrait, envisagé isolément des restes des systèmes, hypothèse ceteris paribus, ou toute chose étant égale par ailleurs. L'équilibre, quand il existe. Parfois, l'équilibre n'existe pas, notamment sur les marchés de stratégie, tels que l'oligopole par exemple, ou le monopole bilatéral. On va y revenir plus tard. Se caractérise par un prix et une quantité de biens échangés tels que chaque agent maximise sa fonction objective, l'utilité pour les consommateurs et le profit pour les entreprises. Cette théorie sera présentée en 3 étapes transversales, dans lesquelles un bien peut être vendu et acheté, ces conditions diffèrent d'un bien à l'autre, et la théorie distingue plusieurs groupes fondamentaux de conditions, chacun constituant ce qu'on appelle régime de marché ou structure de marché. Deuxièmement, on va exposer le mécanisme général de la détermination des prix que l'on retrouve plus ou moins dans tous les régimes. Ce mécanisme n'est autre que celui de l'offre et de la demande, égalité entre l'offre et la demande. Troisièmement, on passera du niveau des marchés à celui de l'entreprise. Premier point, définition d'un marché. Par définition, un marché est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande et qui se caractérise par l'interaction de ces dernières, qui amène à définir un prix permettant aux transactions d'avoir lieu. Donc c'est un lieu qui n'a pas forcément une adresse. Il peut être soit matériel, comme il peut être immatériel. Donc, ainsi, le marché peut être un espace matériel ou immatériel, donc virtuel, tel que les achats, par exemple, sur Internet. Deuxième point, classification des marchés. Il existe plusieurs types de marchés. On rappelle, on parle de type de marché ou de régime de marché ou de structure de marché qui sont classés selon différents critères. Première classification en termes des nombres de participants. Deuxième classification en termes des comportements de participants. Troisième classification en termes d'existence ou non d'une différenciation. Première classification en termes des nombres de participants. La typologie des marchés la plus connue est celle de Stackelberg. Il repose sur le critère des nombres des acheteurs et des vendeurs en présence. On distingue alors 9 types de marchés. Donc, le tableau résume les différents types de marchés, ou présente les différents types de marchés. On a 4 colonnes et 4 lignes. Par exemple, la première ligne, c'est le nombre de vendeurs. Donc, soit on a un vendeur, soit on a un petit nombre de vendeurs, quelques-uns, 4, 5, 6, ou un très grand nombre de vendeurs. Et la première colonne, on trouve le nombre de demandeurs ou d'acheteurs. Si on prend par exemple un vendeur face à un acheteur, on appelle ça monopole bilatéral. Donc, les négociations passent de gré à gré, donc par négociation. Si on prend par exemple le cas d'un petit nombre de demandeurs et un vendeur,
On appelle ce marché-là, ou ce régime de marché, on l'appelle monopole contrarié. Donc c'est un monopole, un seul vendeur, qui est en face d'un petit nombre de demandeurs. Il est contrarié, pourquoi? Parce qu'en fait, il ne sait pas exactement quelle stratégie adopter. Est-ce qu'il va tout simplement fixer un prix élevé et prendre le maximum de profit, ou proposer un prix moyen, moins important, pour garder la demande. En fait, le petit nombre de demandeurs constitue une menace parce que c'est possible que ces demandeurs-là se connaissent et qu'ils vont se réunir et tout simplement adopter une stratégie pour avoir un poids égal aux vendeurs. Et par conséquent, amener le vendeur à une négociation comme celle qu'on trouve chez le monopole bilatéral. Un autre exemple, tout simplement grand nombre de demandeurs face à un petit nombre de vendeurs, on appelle ça oligopole, qu'on verra Inch'Allah dans le chapitre 4. On a par exemple un seul demandeur, un autre exemple, un seul demandeur face à un grand nombre de vendeurs. Ce marché ou ce régime, on l'appelle monopsone. Et lorsqu'on a un très grand nombre de vendeurs et un très grand nombre d'acheteurs, on parle alors de concurrence, qu'elle soit parfaite ou imparfaite. Deuxième type de classification en termes de comportement des participants. Cette classification distingue deux catégories de marché. Première catégorie, marché dits automatique ou mécanique, sur lesquels l'équilibre résulte mécaniquement des comportements de maximisation d'agents rationnels. Donc, titre d'exemple, concurrence pure et parfaite, monopole, concurrence monopolistique. Deuxième catégorie, les marchés de stratégie. Dans l'équilibre, lorsqu'il existe, comme on a une stratégie, donc il y a le risque de ne pas tomber d'accord, de tomber sur un équilibre, découle de la stratégie des agents, en particulier les entreprises. Et les exemples, on peut citer par exemple le monopole bilatéral, l'oligopole, oligopsone. Troisième type de classification, en termes d'existence au nom d'une différenciation. Un bien est différencié lorsqu'il n'est pas identique d'un vendeur à l'autre. Dans le cas contraire, on dit qu'il est standard ou homogène. Il existe deux types de différenciation. La différenciation objective, lorsque les caractéristiques physiques des biens sont différentes. La différenciation subjective, lorsqu'un bien physiquement identique, le même bien, est caractérisé par une marque et que celle-ci fait l'objet d'une publicité qui tend à persuader les acheteurs que ce bien est supérieur à celui des concurrents. Donc, tout simplement, il joue sur le sujet, l'acheteur lui-même, en essayant de lui faire croire que ce produit-là est différent des autres, alors que dans ses caractères intrinsiques, il ne l'est pas. Et donc, lorsqu'on a en présence d'une différenciation, cela engendre automatiquement l'existence d'une clientèle. Et donc, un bien différencié implique une clientèle propre à l'entreprise qui propose ce bien. D'où l'existence de plusieurs types de marchés. Troisième point, équilibre, concurrence et structure de marché. L'équilibre, la maîtrise des prix et la concurrence sont différentes d'un marché à l'autre. Ils dépendent de la structure du marché. Quelques exemples. Si on prend par exemple les quatre structures qui sont la concurrence pure et parfaite, la concurrence monopolistique, l'oligopole et le monopole. Et donc, si on regarde la maîtrise des prix, on constate que dans le cas
des marchés de la concurrence pure et parfaite, cette maîtrise est nulle. Tout simplement, on verra bientôt, tous les acteurs sont preneurs de prix, ou ce qu'on appelle des price takers. Et la concurrence sur ce marché se joue sur le seul critère qui est le prix. Concernant les gains sur le marché de concurrence pure et parfaite, là aussi on verra plus tard, le profit est positif et des provisoires en courte période et il est nul en longue période. Et par conséquent, on parle d'un faible gain. Si on prend par exemple le cas de l'oligopole, la maîtrise des prix elle est partielle parce qu'il est en face aussi, il y a plusieurs entreprises, donc il doit prendre en compte les autres entreprises, et plus la publicité. Et les gains sont forts. Concernant le monopole, comme il est tout seul, il a une maîtrise très élevée des prix et la concurrence se joue seulement à travers la publicité. Autrement dit, le monopole va proposer au consommateur un produit qui doit être normalement standard et il lui reste seulement à le faire connaître au niveau des marchés et à faire valoir les caractéristiques intéressantes et l'utilité de ce bien-là pour qu'il soit vendu sur le marché. Et par conséquent, comme il maîtrise le prix, il aura des gains très forts. C'est pour cela qu'on parle aussi de surprofit pour le monopole. Ainsi, ce cours se limite à l'étude des marchés qui présentent un intérêt théorique et ou pratique. Ainsi, on va étudier deux modèles de base et de référence, à savoir la concurrence pure et parfaite et le monopole, chapitre 1 et chapitre 2. Et deux modèles de marché plus proches des marchés réels, notamment la concurrence monopolistique, chapitre 3, et l'oligopole, chapitre 4. Merci de votre attention. Bonjour. Dans cette séance, on va étudier le premier chapitre qui porte sur la concurrence pure et parfaite. Dans ce premier chapitre, on va étudier les points suivants. Dans une première section, on va voir les caractéristiques de la concurrence pure et parfaite. Dans la deuxième section, on va traiter les modalités et conditions de l'équilibre sur le marché. Et en troisième section, on va étudier l'équilibre conjoint de l'entreprise et des marchés en concurrence pure et parfaite. Le modèle de concurrence pure et parfaite est une construction de type normatif, statique et hypothético-déductive d'équilibre partiel. Il est l'expression néoclassique des marchés idéaux. Autrement dit, il permet une affectation optimale des ressources rares. On dit marché idéal parce que c'est un marché qui n'existe pas vraiment dans la vie réelle. Toutefois, ce modèle est le modèle de référence à partir desquels ont été élaborés d'autres modèles de marché et par rapport auxquels est jugé le fonctionnement des autres marchés des mondes réels. Par exemple, si on veut voir si un autre marché des mondes réels fonctionne mal ou fonctionne correctement, on va le comparer à la concurrence pure et parfaite. Si par exemple, on prend le prix comme cet exemple, si le prix sur ce marché-là est supérieur au prix de concurrence pure et parfaite, on peut dire que ce marché fonctionne mal. La concurrence pure et parfaite, 5 hypothèses. La première hypothèse, atomicité des marchés. Atomicité signifie très petit et il provient de l'existence d'un très grand nombre de participants. Donc très petit parce que aucune décision individuelle ne peut influencer l'équilibre des marchés. Et ainsi, on dit que les agents sont tous des price takers ou des preneurs de prix. Deuxième hypothèse, l'homogénéité des produits. Tous les biens proposés par les entreprises sont identiques ou parfaitement substituables entre eux.
Autrement dit, il n'existe aucun facteur de différenciation tel que la marque, le logo, l'emballage, etc. Et donc, la concurrence se joue uniquement sur le seul critère qui est le prix. Troisième hypothèse, la fluidité de l'offre et de la demande. Fluidité signifie absence d'obstacles aux réalisations des transactions. Il suppose qu'au sein d'un marché, et à chaque instant, tout demandeur ou producteur peut acheter ou vendre des biens au meilleur prix possible. Et cela sans se porter de coûts supplémentaires. Par exemple, si on prend le cas d'un demandeur, il constate que sur le point A, le prix d'un bien est de 5 dirhams. Et comme il est bien informé, on va voir bientôt dans la cinquième hypothèse, il sait que ce même bien, il est proposé à 3 dirhams dans un autre point B, qui est par exemple plus ou moins loin du point A. Et donc, il est possible d'aller acheter ce bien-là au point B au meilleur prix, qui est par exemple 3 dirhams. Et donc, au meilleur prix possible. Et donc, sans se porter de coût, notamment le coût de transport. Donc, cette hypothèse, par exemple, suppose que les coûts de transport sont nuls. Et donc, il n'y a aucun coût. Quatrième hypothèse, ouverture des marchés. La concurrence pure et parfaite est un marché qui s'organise par la libre entrée et libre sortie. Donc, il n'existe aucune barrière à l'entrée ni à la sortie. Dernière hypothèse, l'hypothèse de transparence des marchés. Cette hypothèse signifie l'existence d'une information parfaite sur tous les ingrédients des marchés. Autrement dit, les acteurs sont tous informés sur l'ensemble des paramètres qui sont nécessaires à leur prise de décision. La satisfaction simultanée de ces 5 hypothèses ont des conséquences et implique les conclusions suivantes. D'abord, l'unicité des prix. Un seul prix d'équilibre en courte et en longue période. Donc un seul prix, car aucune décision individuelle d'achat ou de vente ne peut le modifier. Donc, comme on l'a vu dans l'hypothèse d'atomicité des marchés. Deuxième implication, la fixation des prix d'équilibre en longue période au niveau le plus faible, c'est-à-dire au minimum des coûts moyens, ce qu'on appelle seuil de rentabilité. Et notre conclusion, troisième conclusion, chaque agent maximise sa fonction objectif à court et à long terme. Donc le fait que l'entreprise vend au coût moyen minimum en longue période, autrement dit, il a un profit qui est égal à 0, ne signifie pas qu'il ne maximise pas son profit. Donc, il faut faire attention à ce point. Section 2. Les modalités et conditions de l'équilibre sur le marché. Premier point, la loi de l'offre et de la demande. L'équilibre des marchés sur le marché de concurrence pure et parfaite est déterminé par l'égalité entre l'offre et la demande. Donc, algébriquement, l'équilibre des marchés correspond à la solution des systèmes de 2 équations et à 2 inconnus constitués par les fonctions d'offre et de demande collective. Donc, on a une fonction d'offre, X en fonction des prix, et une fonction de demande, toujours X en fonction des prix. Seulement l'offre est décroissante par rapport au prix et la demande est décroissante. Donc, l'égalité entre ces deux-là, et on a seulement 2 inconnus qui sont la quantité et le prix. Donc, 2 équations, 2 inconnus, on peut facilement trouver la solution. Graphiquement, l'équilibre des marchés se situe au point d'intersection des courbes d'offres et de demande globale. Tout simplement, le point d'intersection des courbes. Exemple. Soit un marché de concurrence pure et parfaite,
qui se caractérise par les fonctions d'offre et de demande suivantes. Un exemple simple. La fonction d'offre égale P plus 3 et fonction de demande égale moins de P plus 21. Donc pour trouver le prix d'équilibre, il suffit par exemple d'égaliser l'offre et la demande, et c'est la règle à suivre. Donc la règle, tout simplement, c'est offre globale égale demande globale. Ainsi, l'offre globale c'est P plus 3 égale demande globale qui est moins de P plus 21. Ce qui implique que 3P égale 18. Donc P plus 2P égale 21 moins 3. Donc ce qui implique que 3P égale 18. Donc le prix égale à 6. Pour la quantité, on remplace le prix par sa valeur dans la fonction de l'offre ou de demande globale. Ainsi, on peut facilement trouver la quantité d'équilibre qui est égale dans ce cas-là à 9. Donc, comment la trouver? Si on prend le cas de l'offre, donc X offre égale P plus 3, on remplace le prix par 6, donc 6 plus 3 égale 9. Si on remplace dans la fonction de demande, on a moins de P plus 21, moins 2 fois 6, ça fait moins 12, moins 12 plus 21 égale 9. Donc, on a égalité entre offre et demande, donc c'est facile à trouver. Deuxième point, les hypothèses des commissaires-priseurs et des tâtonnements. Walras décrit un processus théorique d'ajustement qui conduit au prix d'équilibre en recourant à la fiction d'un commissaire-priseur, semblable à celui qui opère dans les bourses des marchandises ou de valeurs. Le commissaire-priseur, appelé aussi secrétaire des marchés, est un agent extérieur au modèle de concurrence parfaite et il est impartial. Ce qui compte pour lui est que les transactions se réalisent. Son rôle est d'assurer la coordination économique. Il est ce qu'on appelle ONS. Et il va commencer à annoncer des prix. Il va proposer un premier prix, P1, et à ce prix P1, il y a une demande qui se manifeste, par exemple, de 5 unités. Donc ce P1 ne peut être le prix d'équilibre parce que la demande est inférieure à l'offre. Et donc il est obligé d'annoncer un deuxième prix qui est inférieur à ce prix-là. Et donc, pour attirer plus de demandeurs. Donc, imaginons qu'il propose un prix P2 moins élevé, et donc d'autres acheteurs vont se manifester. Par exemple, un autre acheteur qui va accepter d'acheter 10 unités à ce prix-là. Donc 5 plus 10, ça fait 15. Donc P2 n'est toujours pas le prix d'équilibre. Et il va encore une fois diminuer le prix à P3, et donc à ce prix-là, on va imaginer qu'un acheteur accepte d'acheter les 5 unités restantes. Et donc, on a égalité entre offre et demande. Donc, c'est le P3 qui devient le prix d'équilibre. Et les acheteurs qui ont passé des contrats provisoires pour P1 et P2 ne paieront que P3, le prix d'équilibre. Section 3, l'équilibre conjoint de l'entreprise et des marchés en concurrence parfaite. On sait que l'équilibre d'entreprise s'inscrit en courte et en longue période. Et en courte période, l'entreprise réalise un profit, alors qu'en longue période, ce profit va disparaître. Profit égal à 0. Ainsi, on est obligé d'analyser les deux périodes séparément. Donc, dans un premier point, on va étudier l'équilibre en courte période et dans un deuxième point, l'équilibre en longue période. L'équilibre en courte période. Équilibre des marchés. La règle, on l'a déjà vu, c'est l'offre globale égale demande globale. Et ceci va nous permettre de déterminer le prix et la quantité globale. Pour l'entreprise, le prix n'est autre que le prix de marché.
Parce qu'on a dit on a un seul prix sur le marché. Sinon, c'est la même règle, c'est offre globale égale demande globale. Pour la quantité. La quantité, pour la trouver, la règle c'est que le prix égale le coût marginal. Le coût marginal est une fonction de la quantité et le prix ici est une constante. Donc c'est le prix d'équilibre. Donc on remplace le coût marginal par sa fonction et le prix par sa valeur et on a une équation avec une seule inconnue qui est x, donc on trouve facilement la valeur. Sinon, si on dispose de la fonction d'offre de l'entreprise en courte période, on peut remplacer le prix par sa valeur de cette fonction-là et on trouvera la valeur de la quantité. Nombre d'entreprises, si l'offre collective est réalisée par des entreprises identiques, on calcule alors le nombre d'entreprises par la relation suivante. N, en entreprise, égale offre globale ou demande globale, c'est la même chose, divisé par la quantité individuelle produite par l'entreprise. Et cette règle, elle est valable en courte et longue période. L'équilibre en longue période. En longue période, les entreprises en place deviennent marginales, c'est-à-dire travaillant sans perte ni profit. Et cela correspond donc au seuil de rentabilité, autrement dit, au coût moyen minimum. L'équilibre de l'entreprise. Pour trouver la quantité, la règle c'est le prix égale le coût moyen minimum. Et on dit que le coût moyen il est à son minimum lorsque sa dérivée première est égale à 0. Donc on va résoudre l'équation de la dérivée des coûts moyens pour trouver la quantité produite par l'entreprise en longue période. Pour le prix, on a dit que le prix égale le coût moyen, donc il suffit de remplacer la quantité par sa valeur dans la fonction du coût moyen et ainsi on va trouver la valeur des coûts moyens et la valeur des prix parce que les deux sont égaux et représentent le seuil de rentabilité. Équilibre des marchés. On a dit toujours un seul prix. Et donc, le prix de marché n'est autre que le prix de l'entreprise. Le prix imposé à l'entreprise. Donc, le prix, c'est prix d'équilibre. Pour la quantité globale, on remplace le prix dans la fonction de demande ou dans la fonction de l'offre collective de longue période. Mais de préférence, on la remplace dans la demande parce qu'elle est toujours donnée. Alors que la fonction de l'offre en longue période reste à déterminer et elle est différente de celle de courte période. Pour la déterminer, cette fonction d'offre globale de longue période, la règle est la suivante. X offre, donc fonction, égale nombre d'entreprises fois la fonction individuelle de l'entreprise. Rappel de la fonction de l'offre de l'entreprise. Fonction de l'offre de l'entreprise en courte période. La règle, c'est le prix égale le coût marginal. Le prix ici est une variable. À ne pas confondre avec la règle d'équilibre des courtes périodes où le prix égale le coût marginal, mais le prix dans ce cas-là était une constante. Donc on a le coût marginal est une fonction de la quantité. Donc on trouvera P en fonction de la quantité qu'il faut inverser pour trouver la fonction de l'offre de l'entreprise sous forme de X fonction des prix. Si le prix est supérieur ou égal au seuil de fermeture. Sinon, l'entreprise ne produit rien. Autrement dit, lorsque le prix est strictement inférieur au seuil de fermeture. Ce seuil de fermeture correspond au coût variable moyen lorsqu'il est à son minimum. Donc, pour déterminer ce seuil de fermeture, on dérive le coût variable moyen et à partir de là, on va trouver la quantité X. Cette quantité-là, on va la remplacer dans la fonction des covariables moyens
pour trouver la valeur des seuils de fermeture. Si la fonction des covariables moyen est une fonction linéaire, dans ce cas-là, on ne peut pas trouver la solution à partir de la dérivée. Et donc, on passe par l'égalité des équations des comarginales et des covariables moyens. Pourquoi? Parce qu'on a d'un côté le seuil de fermeture, c'est le prix égale le covariable moyen, et d'un autre côté, le prix égale le comarginal. Donc, comarginal égale covariable moyen, on trouvera une quantité x qu'on va remplacer dans la fonction du covariable moyen pour trouver la valeur des seuils de fermeture. Concernant la fonction de l'entreprise en longue période, c'est la même règle qu'en courte période. Le prix égale le coût marginal. Attention là aussi à ne pas confondre avec la règle d'équilibre qui est le prix égale le coût moyen. Donc la même règle, le prix égale le coût marginal. La même procédure pour trouver x en fonction des prix. Et si le prix est supérieur ou égal au seuil de rentabilité, sinon l'entreprise ne produit rien. Et ce seuil de rentabilité correspond au coût moyen minimum. Et on l'a déjà vu, le prix n'est autre que le seuil de rentabilité. Ainsi, on constate que la fonction de l'offre de l'entreprise ne change pas entre la courte et longue période. La seule chose qui change est le seuil à partir duquel l'entreprise continuera ou pas à produire. Merci.